Alors que Tunde entrait dans l'enceinte de l'école et voyait la plus jolie fille, un sourire se dessina sur ses lèvres. Je pense que je vais apprécier mon séjour ici, pensa-t-il. Dans la ville animée de Ouagadougou, au Burkina, vivait un jeune homme séduisant nommé Tunde. Il était le fils unique de Madame Zara, une femme d'affaires riche qui avait perdu son mari peu avant la naissance de Tunde. Dès le moment où il est venu au monde, il est devenu le fils adoré de Madame Zara. Son unique consolation dans une vie marquée par la perte. La maison de Madame Zara était un grand manoir dans la zone exclusive de luxe. Les murs étaient ornés d'œuvres d'art coûteuses et des meubles importés remplissaient chaque pièce. C'est dans ce luxe que Tunde grandit, ne manquant de rien. Il devint clair que l'amour de Madame Zara pour son fils n'avait pas de limite. Quoi que Tunde veuille, il l'obtenait. Quand il avait juste 5 ans, il a fait une véritable crise dans un magasin de jouets en exigeant la dernière console de jeux vidéo. « Maman, je la veux. Je la veux maintenant !» cria Tunde, son visage rouge de colère. Les autres clients regardaient avec désapprobation, mais Madame Zara se contentait de sourire et de dire « Bien sûr, mon chéri. Tout pour toi ?» Elle se tourna vers le propriétaire choqué du magasin et dit « Nous en prendrons 2. Un pour sa chambre et un pour le salon. » Ce schéma se poursuivait tout au long de l'enfance de Tunde. Chaque fois qu'il faisait quelque chose de mal, Madame Zara l'ignorait fièrement en déclarant « Mon fils a toujours raison. » Ce soutien indéfectible, bien qu'issu de l'amour, allait préparer le terrain pour une série d'événements qui changeraient leur vie à jamais. Un jour, alors que Tunde avait 10 ans, l'amie de Madame Zara, Fatima, vient lui rendre visite. Fatima était une femme au regard sévère mais aux yeux bienveillants, qui connaissait Zara depuis leurs années universitaires. Alors qu'elle s'asseyait dans le salon somptueux à siroter du vin coûteux, Tunde fit irruption en exigeant de l'attention. « Maman, je veux aller au Millennium Park, réserve le billet maintenant », ordonna Tunde. Ne tenant même pas compte de la présence de Fatima, Madame Zara rayonnait en regardant son fils. « Bien sûr, mon prince. Je fais les réservations tout de suite. » Alors que Tunde sortait de la pièce, Fatima ne pouvait plus se contenir. « Zara, tu es en train de gâter ce garçon. » Le sourire de Madame Zara s'effaça, remplacé par une expression défensive. « Que veux-tu dire, Fatima ? Je montre juste à mon fils combien je l'aime. » Fatima se pencha en avant, sa voix douce mais ferme. « L'amour, ce n'est pas donner à un enfant tout ce qu'il veut. C'est leur apprendre le bien et le mal, le préparer au monde réel. » Le monde réel, scoffa Madame Zara. Montane n'aura jamais à se soucier du monde réel. Je m'en suis assuré. Fatima secoua la tête avec tristesse. Zara, écoute-moi. J'ai déjà vu ça. Les enfants qui grandissent comme ça, ils ont du mal quand ils font face à de véritables défis. Ils ne savent pas comment gérer la déception ou l'échec. Mais Madame Zara, comme elle l'avait fait avec beaucoup d'autres qui exprimaient des inquiétudes similaires, balaya les paroles de Fatima. N'importe quoi. Mon Tunde est parfait tel qu'il est. Il n'aura jamais à faire face à l'échec, car je serai toujours là pour m'assurer qu'il réussisse. Fatima quitta ce jour-là, le cœur lourd d'inquiétude pour son ami et pour le jeune garçon qui était préparé à une chute difficile. Peu de temps après, les paroles de Fatima allaient se révéler prophétiques plutôt que quiconque ne pouvait l'imaginer. Lorsque Tunde eut 20 ans, Madame Zara rentra un jour chez elle pour trouver son aide ménagère, Amara, pleurant de manière incontrôlable dans la cuisine. Amara était une jeune femme d'une famille pauvre qui travaillait pour Madame Zara depuis environ 1 an. Elle était travailleuse et discrète, ce qui était la raison pour laquelle son état actuel alarmait Madame Zara. Tunde. Qu'est-ce qui se passe ? Demanda Madame Zara, plus agacée que concernée. À travers ses larmes, Amara réussit à articuler. Madame, il m'a mise enceinte. Madame Zara resta figée, son esprit refusant de traiter ce qu'elle venait d'entendre. Puis, au lieu d'écouter Amara ou de considérer la possibilité que son fils ait pu faire quelque chose de mal, Madame Zara entra dans une rage. « Comment oses-tu ? » cria-t-elle, son visage déformé par la colère. « Comment oses-tu mentir sur mon précieux fils ?» Amara tomba à genoux, suppliant. « S'il vous plaît, madame, je ne mens pas. Je ne voulais pas. » Mais il a insisté, et j'avais peur de perdre mon emploi. Mais Madame Zara ne voulait rien entendre.
Sorcière ingrate. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Tu essaies juste de piéger mon fils, n'est-ce pas? Pour mettre la main sur notre argent. Après plusieurs minutes de cet abus, Madame Zara s'arrêta, haletante. Elle fixa Amara, qui sanglotait, et cracha, « Lève-toi. Nous allons mettre fin à cette absurdité tout de suite. » Sans hésiter une seconde, Madame Zara appela son médecin personnel. « Docteur Kalou. Docteur, j'ai besoin que vous lui fassiez une procédure, allez profondément en elle et retirez ce bâtard. » Puis elle se tourna vers son chauffeur, Obina, qui regardait cette scène avec de grands yeux effrayés. « Obina, emmène cette fille à la clinique de Docteur Kalou, maintenant. » Alors qu'Amara était entassée dans la voiture, toujours en train de pleurer et de supplier, « S'il vous plaît, madame, ne faites pas ça. » Madame Zara ferma les oreilles et dans son esprit, elle se protégeait son fils, préservant l'avenir radieux qu'elle avait toujours envisagé pour lui pendant qu'Amara subissait la procédure douloureuse pour interrompre sa grossesse. Elle pleura et maudit Tunde, « Mon Dieu te punira, Tunde, sanglota-t-elle. Toi et ta mère ne connaîtrez jamais la paix pour ce que vous m'avez fait. » Cet incident marqua le début d'un schéma troublant. Au cours des 2 années suivantes, Tunde a rendu Amara enceinte 3 fois. À chaque fois, Madame Zara nettoyait le désastre, forçant Amara à interrompre les grossesses. Elle refusait de voir le monstre que son fils était en train de devenir, trouvant toujours des moyens de justifier ses actions. Tunde ne change pas. Elle disait cela en ignorant volontairement la douleur et le traumatisme qu'elle infligeait à Amara et en habilitant son fils. Après le 3e incident, Amara finit par rassembler le courage de partir. Alors qu'elle rassemblait ses maigres affaires, Madame Zara l'interpella. « Où penses-tu aller ?» demanda Madame Zara. Amara, les yeux rouges de pleurs, mais la voix ferme, répondit, « Je pars, madame. Je ne peux plus faire ça. Ce que vous et votre fils m'avez fait n'est pas juste. » Le visage de Madame Zara se durcit. « Si tu souffles un mot de cela à qui que ce soit, je te ferai en sorte que tu ne travailles plus jamais dans cette ville. Comprends-tu » Amara regarda Madame Zara et, pour la première fois, l'ancienne femme vit non pas de la peur, mais de la pitié dans les yeux de la plus jeune. « Je comprends, madame, mais souviens-toi, chaque action a des conséquences. Un jour, toi, tu devras faire face aux tiennes. » Sur ce, Amara quitta la maison, laissant Madame Zara aux prises avec des doutes qu'elle réprima rapidement. Pendant ce temps, Tunde demeurait totalement inconscient de la douleur qu'il causait. Il continua son mode de vie insouciant, faisant la fête avec des amis, dépensant l'argent de sa mère et traitant les gens comme s'ils n'existaient que pour son plaisir. Après avoir obtenu son diplôme universitaire avec des notes médiocres, grâce à des dons substantiels de sa mère à l'école, Tunde devait participer au programme de service national de jeunesse, NISC. Il fut affecté à une école secondaire pour filles appelée Espoir dans l'ouest de Burkina Faso. La veille de son départ, Tunde était allongé dans sa chambre, entouré de gadgets coûteux et de vêtements de créateurs. Il essayait de décider s'il devait faire ses bagages. Madame Zara frappa à sa porte. « Tunde, mon chéri, es-tu prêt pour demain ?» Tunde gémit de manière dramatique. « Maman, dois-je vraiment y aller? Peux-tu parler à quelqu'un? Fais-moi affecter quelque part à Ouagadougou à la place. » Madame Zara s'assit sur le bord de son lit, lui prenant la main. « Je suis désolé, mon amour, mais même moi je ne pouvais pas changer ça. Ce n'est que pour 1 an. Considère cela comme une aventure. » Tunde roula des yeux. Quelle aventure, coincée au milieu de nulle part. Enseigner à un tas de filles de village. Non, non, Madame Zara le réprimanda doucement. Ce ne sera pas si mal. Je me souviens que tu es mon fils. Tu peux gérer n'importe quoi. En quittant la chambre, il retomba sur son lit, planifiant déjà comment rendre son année de service aussi facile et agréable que possible. Le lendemain matin, alors que le chauffeur chargeait ses nombreuses valises dans la voiture, Madame Zara s'inquiétait pour son fils. « Es-tu sûr d'avoir tout, mon chéri? Ta carte de retrait? Ton nouveau téléphone ?» Tunde hocha la tête avec impatience. « Oui, maman, j'ai tout. Pouvons-nous y aller maintenant ?» Alors qu'ils prenaient leurs adieux, ni l'un ni l'autre ne pouvaient imaginer à quel point cette année changerait leur vie pour toujours. C'était la première fois que Tunde serait loin de sa mère,
et cette pensée le rendit initialement triste. Cependant, sa tristesse se transforma rapidement en excitation lorsqu'il arriva à l'école secondaire Espoir. En marchant, il pensa, je vais profiter de mon séjour ici, planifiant déjà sa prochaine conquête. Le directeur de l'école, Monsieur Adet, un homme toujours séduisant dans la cinquantaine, accueillit Toundé à l'école. Bienvenue, Toundé, à l'école. Bienvenue à l'école secondaire Espoir. Monsieur Adet, j'espère que vous trouverez votre séjour ici à la fois stimulant et gratifiant. Toundé afficha son sourire le plus charmant. Merci, monsieur. J'ai hâte de faire un impact positif ici. Monsieur Adet hocha la tête d'un air approbateur, sans se douter des pensées qui lui traversaient l'esprit. Excellent. Installons-vous et ensuite je vous montrerai votre classe. Après avoir complété les formalités nécessaires, Monsieur Adet conduisit Toundé à sa classe assignée. Vous enseignerez la physique à nos élèves de terminale, expliqua Monsieur Adet. C'est une matière critique pour leurs examens finaux, donc nous comptons sur vous pour bien les préparer. Les yeux de Toundé s'illuminèrent à cette nouvelle. La physique était une matière qu'il connaissait bien grâce à ses études universitaires, et l'idée de l'enseigner à des élèves de terminale n'en faisait qu'ajouter à son excitation. En entrant dans la classe, 30 paires de yeux se tournèrent vers eux. Monsieur Adet se racla la gorge. Fille, voici Monsieur Toundé. Il sera votre nouveau professeur de physique pour cette année académique. Je m'attends à ce que vous lui montriez le plus grand respect et un engagement dans vos études. Toundé scruta la pièce, notant les regards admiratifs de nombreuses filles. Bonjour à toutes. Je suis ravi d'être ici et de vous aider toutes à exceller en physique. J'ai le sentiment que cette année va être formidable. Un soupir collectif sembla balayer la salle de classe, et Toundé savait qu'il avait accroché son auditoire. Parmi les élèves de la classe de terminale, il y avait 3 filles, Chidima, Kémy et Fahmi, les autoproclamées PJS ou plus jolies filles de l'école. Alors que Toundé commençait son premier cours, il s'assura de créer la parfaite première impression en mettant en valeur son intelligence et son charme, émaillant son cours de blagues et d'exemples pertinents qui tenaient la classe en haleine. Maintenant, qui peut me parler des lois du mouvement de Newton, demanda Toundé, ses yeux scrutant la classe. La main de Kémy se leva rapidement. Monsieur, la première loi de Newton stipule qu'un objet restera au repos ou en mouvement uniforme en ligne droite, à moins d'être soumis à une force externe. Ses yeux se croisèrent avec ceux de Kémy. Excellent, mademoiselle Kémy, dit-elle, car mon jeu était sur ses lèvres. Bien joué, Kémy, à tes côtés. Il semble que j'ai quelques élèves brillants dans cette classe. Au fur et à mesure que le cours avançait, Toundé veilla à engager tous les élèves, mais il ne pouvait s'empêcher de prêter une attention particulière à Kémy et à ses amis. Il pouvait voir l'admiration dans leurs yeux. Un plan pour en tirer parti. Après le cours, alors que les élèves sortaient, Chidima, Kémy et Fahmi restèrent en arrière. Monsieur Toundé, dit Fahmi, nous voulions juste voir à quel point nous avons apprécié votre leçon. La physique n'a jamais été aussi intéressante. Je suis heureux que vous ayez aimé. La physique peut être fascinante quand on l'aborde de la bonne manière. Nous nous demandions, intervint Chidima, si vous seriez disponible pour des cours supplémentaires. Nous voulons nous assurer que nous sommes pleinement préparés pour nos examens. Toundé, feignant de réfléchir un instant, était en réalité ravi de cette opportunité. Eh bien, je suppose que je pourrais dégager du temps pour des élèves dévoués. Pourquoi ne pas en discuter davantage après l'école demain? Les filles hochèrent la tête avec enthousiasme, échangeant des regards excités en quittant la classe. Toundé ne put s'empêcher de ressentir un sentiment de triomphe. Cela allait être plus facile qu'il ne le pensait. Au cours des semaines suivantes, la réputation de Toundé en tant que professeur le plus cool de l'école grandit. Les élèves attendaient ses cours avec impatience, et son apparence et son charisme étaient au centre des discussions à l'école. Mais ce furent les PJS, Chidima, Kémy et Fahmi, qui attiraient vraiment son attention. Toundé devint le professeur préféré des filles, leur donnant de bonnes notes dans sa matière. Un jour, après le cours, Toundé demanda à Kémy de rester pendant que les autres élèves sortaient. Kémy s'approcha de son bureau, le cœur battant. « Vous vouliez me voir, monsieur Toundé ?» demanda-t-elle en essayant de garder sa voix stable. Toundé sourit, ses yeux parcourant son visage. « Oui, Kémy.
Je voulais discuter de votre dernier test. Vous avez fait des progrès significatifs. Kémy rayonna. Merci, monsieur. J'ai étudié dur. Je peux le voir, dit Toundé en se levant et en se rapprochant d'elle. Vous savez, Kémy, vous êtes l'une de mes élèves les plus brillantes. Je pense que vous avez un bel avenir en physique si vous le souhaitez. Kémy rougit, regardant ses pieds. Vous le pensez vraiment, monsieur? Toundé tendit la main et lui souleva doucement le menton, l'obligeant à croiser son regard. Je le sais, monsieur. Et s'il vous plaît, quand nous sommes seuls, appelez-moi Toundé. La gorge de Kémy se serra. Oh, d'accord, Toundé. Le moment fut interrompu par un coup à la porte. C'était monsieur Adet, le directeur. Ah, monsieur Toundé, dit-il en regardant entre Toundé et Kémy avec un léger froncement de sourcils. J'espère que je n'interromps rien. Toundé recula doucement. Pas du tout, monsieur. Je donnais juste un peu d'encouragement à Kémy. Elle a montré des améliorations remarquables. Monsieur Adet hocha la tête, bien que ses yeux trahissent encore une légère suspicion. Je vois. Monsieur Adet se tourna vers Toundé. Monsieur Toundé, je dois dire que l'amélioration dans le cours de physique est impressionnante. Quoi que vous fassiez, cela semble fonctionner. Toundé sourit avec confiance. Merci, monsieur. Je crois qu'il faut rendre cette matière engageante et pertinente. Alors que monsieur Adet partait, Toundé esquissa un sourire en lui-même, si seulement le principal savait ce qu'il préparait réellement. Pendant ce temps, Chidima, Kémy et Fami étaient regroupés dans les toilettes des filles, chuchotant avec excitation. Avez-vous vu comment monsieur Toundé m'a regardé en classe aujourd'hui? S'enthousiasma Fami. Je jure qu'il me fixait tout le temps. Chidima roula des yeux. S'il vous plaît. Il ne regardait évidemment que moi. Ne vous êtes-vous pas rendu compte à quel point il a utilisé mon nom dans ses exemples? Kémy écoutait ses amis se disputer, un sourire secret s'étalant sur ses lèvres. S'il savait seulement pour ses moments privés avec Toundé. Au fil des semaines, alors que le comportement inapproprié s'intensifiait, il commença à offrir des séances de tutorat privé au PJS, profitant de ce temps pour flirter et faire des avances subtiles. Tout cela grâce à leurs parents soucieux de leur carrière. Lors d'une de ces séances chez Chidima, Toundé était assis si près d'elle sur le canapé, leurs cuisses se touchant alors qu'ils étudiaient un manuel. Alors vous voyez, expliquait Toundé d'une voix basse et intime. La force d'attraction entre deux objets est inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. Chidima hocha la tête, essayant de se concentrer sur les mots, mais distraite par la proximité de Toundé. Donc, plus ils sont proches, plus l'attraction est forte. Toundé se tourna vers elle, leur visage à quelques centimètres l'un de l'autre. Exactement. Vous le sentez? La respiration de Chidima se bloqua. Je pense que oui. Juste à ce moment-là, le téléphone de Chidima vibra avec un message de Kémy. Comment se passe la séance d'études? Le moment étant brisé, Chidima recula légèrement. Peut-être devrions-nous faire une pause. Toundé sourit, cachant sa frustration. Bien sûr, nous avons beaucoup couvert aujourd'hui. En quittant la maison de Chidima, Toundé ne pouvait s'empêcher de ressentir le frisson du jeu dans lequel il s'engageait. Il avait les trois filles à ses pieds, chacune pensant qu'elle était spéciale pour lui. Un jour fatidique, lors du cours de biologie de Madame Ngozi, Chidima se sentit soudainement nauséeuse. Elle se leva brusquement. Madame Ngozi, dit-elle, le visage pâle. Je ne me sens pas bien. Puis-je sortir? La professeure pouvait à peine répondre. Chidima se précipita hors de la salle de classe, préoccupée. Madame Ngozi poursuivit son cours, mais son inquiétude grandit lorsque, quelques minutes plus tard, Kémy demanda également à sortir, suivi peu après par Fami. Après le cours, Madame Ngozi trouva les trois filles dans les toilettes, vomissant abondamment. Les filles, dit-elle doucement. Tout va bien? Devrions-nous aller à l'infirmerie? Les trois amis échangèrent des regards nerveux avant de hocher silencieusement la tête en direction de l'infirmerie. Docteur Aline, une femme au visage aimable dans la quarantaine, examina les filles une par une. Lorsqu'elle eut terminé avec Fami, une expression grave s'installa sur son visage. Les filles, dit-elle avec précaution.
Je dois vous poser une question, et je veux que vous soyez honnête avec moi. Y a-t-il une chance que l'une d'entre vous soit enceinte? Le silence qui suivit était révélateur. Les soupçons de Dr. Aline s'étaient avérés corrects. Elle envoya leurs échantillons au laboratoire, et toutes les trois testèrent positifs pour la grossesse.